Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je vais enfin tester pour vous en vidéo le HTC One A9. Allez, c'est parti. Bon alors pourquoi enfin? C'est parce que si vous avez un peu suivi les lives, je l'ai depuis, on va dire, quelques semaines, pour pas dire quelques mois. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, ça faisait partie de ces appareils que je retardais le test, je ne sais pas pourquoi finalement, parce que c'est un produit qui est quand même très intéressant. Donc on va essayer de rattraper le retard progressivement, donc on va faire vite, allez go. Donc commençons donc par les specs de la bête. Le HTC One A9, c'est un terminal qui a un écran de 5 pouces 1080p, c'est de l'AMOLED protégé par Gorilla Glass 4. Il tourne sur Android 6.0, ça c'était une des particularités quand il est sorti. Android 6.0 avec Sense, la surcouche Sense de HTC. Il est sur un Snapdragon 617, quad-core 1.5 et quad-core 1.2. Vous avez deux versions, 16 Go de mémoire, 32 Go de mémoire et 2 Go de RAM et 3 Go de RAM. Là, j'ai la version 16 Go, donc tout ce que je vais dire sera lié à la version 16 Go, 2 Go de RAM. Mais si vous avez un peu plus de budget, vous pourrez éventuellement investir dans la version 32 Go. Il est possible de mettre une micro SD et vous pouvez monter jusqu'à 200 Go en plus. On a un appareil photo 13 mégapixels, système de stabilisation optique, dual LED, 4 mégapixels à l'avant et une batterie de 2150 mAh. Côté prix, le A9 c'est un appareil qui coûte, alors pour la version 16 Go environ 400 €, pour la version 32 Go c'est plus difficile de la trouver déjà. Ce sera plus aux alentours de 500 €, mais bien sûr le prix évolue en fonction du temps, et donc je veux dire à la base même il est sorti, il coûtait 600 € dans la version 32 Go, là maintenant il a baissé, pareil pour la version 16, donc vous attardez pas trop sur le prix que je vous donne là, regardez sur internet et vous trouverez le prix mis à jour. Ok, première chose qu'on va regarder, c'est le design de ce terminal. Pourquoi? Parce que quand il a été présenté, quand il a été annoncé, c'est vraiment la première chose sur laquelle on s'est attardé. C'est un terminal au design plutôt sympathique, plutôt travaillé, qui a fait penser et qui fait penser, il faut bien le reconnaître, à tout ce qui est Galaxy S6, iPhone 6, 6S. Bien entendu, puisque on a ce côté aluminium plutôt sympathique dans cette version mat, les lignes à l'arrière, le côté arrondi qui fait vraiment penser finalement quand même, hein, S6 c'est un iPhone. Alors après, moi il y a un seul truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est ce que tout le monde dit, mais je pense que c'est assez vrai, c'est juste que cette logique d'avoir de l'aluminium avec des inserts sur un design qui ressemble à peu près à ça, HTC l'avait proposé déjà avant les autres, à travers le premier One, alors pas le One X, mais le premier One, le One entre guillemets M7. Alors, on avait ce genre d'intégration. Après, bien sûr, il ressemble à la concurrence, c'est un fait. Mais moi, je trouve pas que ce soit réellement un problème. Je trouve qu'au contraire, ça lui rajoute. C'est assez nouveau finalement chez HTC, un appareil qui ressemble à ça, qui est extrêmement, qui est fin, léger également, et qui a ce design en aluminium plutôt élégant. À l'avant, on a la caméra frontale, la sortie audio, quelques capteurs et on a une petite LED que vous voyez pas ici qui est à droite des capteurs. En bas, c'est un peu particulier, on en reparlera peut-être un peu plus quand on parlera de l'ergonomie, mais en gros, vous avez cette touche-là, qui n'est pas une touche mécanique, c'est un scanner d'empreinte digitale sur lequel, quand vous posez votre doigt, bien sûr, ça va scanner votre empreinte, permettre de déverrouiller l'écran de cette façon-là, par exemple, mais ça va aussi vous permettre, et là, ça devient un peu étrange, de revenir, par exemple, à l'accueil, alors que vous avez les touches intégrées ici dans l'écran. Donc, un peu classique chez HTC, l'ergonomie au niveau des boutons, elle est bizarrement pensée généralement. C'est soit on a une grosse zone qui sert à rien avec les touches dans l'écran, soit là en l'occurrence on a ça avec le logo, le scanner qui pourrait, en fait on l'imagine bien comme chez Samsung avec à droite le multitâche, à gauche le retour par exemple, et éviter de gaspiller cet espace là. Donc moi je trouve ça très bizarre dans la mesure en plus la touche permet de revenir à l'accueil. Pourquoi ils ont pas fait quelque chose vraiment, pourquoi ils sont pas allés à fond sur ce design? Mais bon, ça va permettre aussi, par exemple, vous tenez l'appareil en main, peut-être que parfois c'est difficile d'aller si bas, donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous avez cette implémentation-là au niveau des touches, et cette touche-là permet aussi, bien sûr, de revenir sur l'accueil. Sur la droite, on a une touche déverrouillée, verrouillée, déverrouillée, la gestion du volume ici. En dessous, le port USB, micro USB, le haut-parleur, le jack, un micro. À gauche, la possibilité de mettre une SIM et une micro SD. Et sur le haut, on n'a rien. Juste cet insert en plastique qui permet de faire circuler les ondes. À l'arrière, on a une belle coque en aluminium mat, ouais, plutôt mat, sympathique.
avec ici donc la caméra la caméra principale, pardon, le flash double température qui est juste là, les inserts en plastique ici, là c'est le petit trou pour le micro quand vous filmez, et puis ça va être à peu près tout. Au global, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un appareil que je trouve joli, je trouve esthétique, plutôt beau donc. Et puis on va basculer du coup sur l'ergonomie. Alors, c'est un terminal équipé d'un écran 5 pouces, qui en l'occurrence est assez bien optimisé. Je peux le mettre comme d'habitude à côté de mon petit Nexus 5. Alors ce qu'on va remarquer, c'est qu'au niveau de l'écran, bien sûr, on a les mêmes dimensions. Maintenant, là vous voyez pas, je les ai alignés les deux. Hein. Donc après, sinon, ça va se faire sur la hauteur. Là, vous voyez, les deux terminaux n'ont absolument pas la même hauteur. Le Nexus 5 est plus optimisé, malgré le fait qu'il possède également une zone vide en bas et des touches à l'écran. Donc voilà pour ce genre de choses. Et puis après, comme vous voyez, tout ce qui est finesse, etc., celui-ci a un poil meilleur. Et largeur, j'avais pas testé encore, mais c'est à peu près la même chose. Vous voyez, il dépasse pas vraiment derrière, donc... Et pareil, quand je le mets tous les deux ici, c'est à peu près la même largeur. Donc finalement, on a quand même une bonne ergonomie hein, sur ce A9, de par ses dimensions et son format plutôt optimisé. Je trouve quand même que pour les boutons, c'est un petit peu perturbant d'avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir cette touche-là qui... C'est un scanner empreinte digitale, mais c'est aussi une touche Home, mais elle permet pas notamment, par exemple, moi je pensais qu'appuyer dessus, ça permettrait de lancer le multitâche. Non, c'est juste pour revenir sur l'accueil et faire le scanner d'empreinte. Je sais pas, j'aurais préféré qu'il trouve une intégration un peu plus complète pour ce capteur. Sinon, pour déverrouiller l'appareil, on a les boutons sur le côté qui sont très bien implémentés, faciles d'accès, toc, voilà, comme ça. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser les gestes. Alors là, c'est sécurisé, donc j'accède pas à l'accueil. Je crois que j'avais mis ça, non? Ouais, voilà. Mais c'est tout à fait possible aussi d'utiliser les gestes directement sur l'écran, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, vous pouvez aussi déverrouiller l'écran directement avec votre doigt en le posant sur le scanner d'empreinte digitale, qui est plutôt réactif, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous n'avez pas besoin vraiment d'appuyer sur le bouton sur le côté, vous avez juste besoin de poser votre pouce ou n'importe quel doigt enregistré là-dessus, et c'est parti. On va rapidement parler de l'écran. On a de l'AMOLED. Donc ça, moi personnellement, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Hein. Ça, vous le savez, je pense, si vous me suivez depuis longtemps. Maintenant, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aimera pas forcément le rendu de cet écran. Cela étant dit, moi j'ai trouvé les noirs profonds. AMOLED oblige, entre guillemets. Et ça, c'est très agréable. Les couleurs sont vives. Après, c'est un poil trop, à mon goût. C'est-à-dire qu'on a, voilà, là on le voit par exemple sur un cliché comme celui-ci. Vous le voyez peut-être mal à la caméra, mais l'herbe est vraiment trop verte. Je sais très bien que c'était pas comme ça à l'œil nu, et ça c'est peut-être un peu dommage. Cela étant dit, si c'est quelque chose qui vous dérange, vous pouvez aller dans Profil de couleur, dans les propriétés d'affichage, et choisir sRGB. De base, on est en mode AMOLED. Si vous changez de mode, vous aurez des couleurs beaucoup plus proches de la réalité. Là, même assez pâle finalement, donc voilà, c'est à vous de décider ce que vous préférez. On est en Full HD sur un 5 pouces, ça lui fait 441 ppi, donc on a une finesse d'affichage qui est tout à fait bonne. Il y a vraiment rien à dire. Moi au-dessus de 400, je suis très content, même en dessous je peux être content. Et là on a vraiment quelque chose de pas mal du tout, donc ça c'est top. Les angles de vue sont pas excellents, ça va dépendre, mais c'est-à-dire qu'on a un effet un peu tache d'huile. Quand on regarde comme ça, vous le voyez là, toc, voilà, c'est loin d'être dramatique, hein, mais je préfère le mentionner. Et au niveau des blancs, il tire un peu vers le jaune, alors ça c'est classique pour de l'AMOLED, c'est pas non plus excessivement problématique sur ce terminal. Donc au final, je dirais que l'écran de cet A9, il est quand même plutôt bon, voire très bon. Donc le A9, c'est un appareil qui tourne sur Android Marshmallow, ce qui est plutôt bien, donc c'est important de le notifier. On le voit ici, Android 6.0. Au-delà de ça, donc on a la surcouche Sense qui apporte quelques éléments qu'on va regarder tout de suite. On va essayer de passer assez vite quand même parce que c'est des choses que je pense vous connaissez pour la plupart. Et donc c'est parti. Alors le tiroir des notifications qui s'affiche de cette façon-là avec quelques raccourcis ici, notamment pour configurer le lecteur d'empreintes, la lampe torche, ce genre de choses, mode économie d'énergie. Et puis on a un mode ne pas déranger qu'on trouve dans Android Marshmallow depuis que ça a été dévoilé finalement, qui permet notamment de basculer entre 3 modes, donc total silence, alarme seulement, priorité seulement, et déterminer ensuite dans les paramètres quelles notifications sont prioritaires, etc. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite vous pouvez accéder ici
Aux paramètres, vous avez personnalisé, avec la possibilité de changer les fonds d'écran, etc. La gestion des empreintes digitales se trouve juste là. Accessibilité, affichage et gestes éventuellement, si vous avez envie d'afficher, enfin d'activer le mode gant par exemple. On a ces gestes-là dont je vous parlais tout au début, hein, donc ça va être le double tap, ça va être glisser vers le haut pour déverrouiller et accéder directement à ce qu'il y avait en dessous, ce genre de choses. C'est ces trucs-là que vous pouvez retrouver très rapidement. Le bouton de volume par exemple pour prendre une photo dans l'appareil photo. Sur l'accueil, il n'y a pas grand chose à spécifier, on a juste Blinkfeed ici sur le côté avec tout le système d'actualité, aussi l'intégration sociale, etc. Moi, c'est pas un truc sur lequel je m'attarde trop, parce que ça m'intéresse pas spécialement, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Par contre, il y a un widget qui est plutôt intéressant, que vous aurez peut-être envie d'utiliser, qui s'appelle Sense Home, comme une maison tout simplement, et donc ce widget que vous placez ici va vous proposer les applications les plus pertinentes en fonction du moment de la journée, de deux, aussi d'où vous trouvez, d'où vous êtes localisé finalement. Donc là par exemple, il pense que je suis sorti parce qu'il sait pas où j'habite, mais ça c'est pas dramatique. Donc potentiellement, vous pouvez, il va déterminer que ça c'est dans mon domicile et qu'au domicile, je vais avoir plus tendance à peut-être regarder l'agenda. C'est un exemple ou aller sur YouTube. Et peut-être qu'il sait que quand je suis au travail, eh bien, je vais regarder plus mes mails. Bah, il va me proposer les mails. Bah, d'ailleurs, il le fait là quand je suis au travail. Et c'est ce genre de truc. Et quand je suis en sortie, bah, il va peut-être plus me proposer Google Maps. Alors là, il le fait pas, mais avec mes usages, il le ferait. Voilà, c'est ce genre de truc. Et c'est plutôt sympathique. Après, vous avez un tiroir ici des applications avec la possibilité de les ranger de manière personnalisée, alphabétique ou les plus récentes. Et puis après, vous avez vos applications disponibles de cette façon-là avec un lien direct vers le Play Store. Vous avez vos messages ici. Vous pouvez lancer très rapidement la saisie d'un message. Toc. Voilà, bon, c'est assez simple. Le clavier de base est très bien. Vous pouvez tracer des lignes entre les lettres pour écrire des mots. Il va y avoir une correction automatique. Vous restez appuyé ici, vous accédez à tout ce qui est emotes comme ça. Et vous en avez un paquet, hein, je veux dire, c'est quand même top. Donc aujourd'hui, sous Android, il faut comprendre que la plupart des claviers proposés par défaut sont bons. Et en plus de ça, le clavier de base d'Android est bon. Donc si vous avez une mauvaise expérience de saisie texte sous Android aujourd'hui avec un terminal récent, c'est qu'il y a un souci et c'est qu'il faut installer un autre clavier concrètement. Quoi d'autre? On va continuer dans la liste. Ici, oui, j'ai oublié de montrer ça rapidement, hein, mais vous pouvez bien sûr passer un appel, vous avez un contact qui s'affiche rapidement, des onglets comme ça dans lesquels vous pouvez défiler pour afficher tout ce qui est contact, voilà, l'intégration comme ça. Et puis HTC encore un des derniers à faire une intégration assez intéressante dans tout ce qui est fiches. Donc vous avez à la fois le fil avec les messages échangés, vous avez aussi les interactions sociales si vous allez dans mise à jour. Alors là j'ai aucun compte par exemple Twitter qui est configuré, synchronisé avec Lucienne, mon amie, mais si c'était le cas, je pourrais voir ces informations sociales. Ça c'est bien parce que par exemple quelqu'un vous appelle, vous pouvez rapidement voir son dernier tweet et ça peut potentiellement être intéressant. Ou si vous regardez très rapidement dans la fiche, ah bah voilà le dernier texto que j'ai échangé, enfin la dernière conversation par texto que j'ai eue avec telle personne. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est bien pensé en tout cas. Ensuite, vous avez le client email par défaut qui est proposé ici, dans lequel vous pouvez configurer du Gmail ou d'autres choses bien entendu. Donc ça ressemble à ce genre de choses. Les mails HTML, il n'y a pas de problème, c'est juste que là les images sont pas affichées, mais je peux les afficher si j'ai envie. Et là, comme c'est Marshmallow, j'avais pas encore demandé cette autorisation, il me la demande. C'est comme ça que ça se passe depuis la version 6.0 d'Android. Il va demander l'autorisation quand il en a besoin. Donc c'est-à-dire que si vous installez une nouvelle application, par exemple Twitter qui n'est pas installée là, eh bien il va rien vous demander à l'installation. Par contre, dès que vous allez lancer l'application, il va dire ok, est-ce que j'ai le droit d'accéder à tes contacts, à ton appareil photo, etc. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté si vous avez un peu suivi les sorties d'Android. Et puis bien sûr, ce client-là qu'on connaît bien, qui n'est pas synchronisé ici, il n'est pas activé. Ensuite, on a l'agenda qui synchronise avec bien sûr Google Calendar, mais pas uniquement, qui est présenté avec une vue mois ici ou semaine, ce genre de choses. Honnêtement, il est propre, pas grand chose à dire. On peut zoomer, dézoomer, vous avez la météo qui s'affiche ici, voilà. Et ça devient de plus en plus standard finalement de pouvoir remplacer son application de base, mais je veux dire, cette application de base est bien, mais si vous ne l'aimez pas, vous pouvez même repasser par exemple sur l'application proposée par Google de base, qui est tout à fait sympathique. On retrouve des thèmes, et c'est le même système qu'on a par exemple sur un M9,
où concrètement vous pouvez soit aller chercher des thèmes qui sont faits pour vous, donc qui sont faits sur une plateforme, donc avec par exemple un fond d'écran et puis des icônes et puis des couleurs associées, ou bien vous pouvez créer votre propre thème. Alors on aura l'occasion de le faire, je me demande si je vais pas le faire d'ailleurs tout de suite, ce serait peut-être sympa. Donc on va faire ça, on fait plus, créer un thème, on va choisir une image, bon, par exemple dans la galerie. Bon, on va prendre ça. Voilà. C'est une belle image, très bien. On va la rogne pour bien l'afficher. On fait suivant. Et en fait, ça va détecter les couleurs. Et ça va vous proposer quelque chose qui devrait normalement convenir. Donc de base, en fait, vous avez des couleurs qui sont proposées. Par exemple là, c'est associé à ce fond d'écran. Puis si vous défilez comme ça, vous avez des sets d'icônes. Regardez là en bas, c'est juste les icônes qui changent ici. Et puis aussi, pardon, les couleurs de fond, j'avais pas vu. Enfin, j'avais oublié. Et donc par exemple, bah là je vais choisir celui-là, je le trouve bien, mais peut-être que les icônes ça va pas, donc je vais aller dans modifier, et si j'ai envie, je peux sélectionner un autre pack d'icônes, donc je sais pas, ou un pack d'icônes d'ailleurs d'un thème que j'ai installé, que j'ai téléchargé. Donc par exemple là ça va être un thème, c'est un peu iOS, c'est assez laid, mais on va faire ça quand même, c'est pas grave. Et puis on pouvait aussi rajouter des textures sur certains types d'icônes. Donc par exemple je crois surtout des icônes comme celle-ci, le fond vous voyez vous pouvez le texturer. Personnellement je suis pas fan de cette idée, mais pourquoi pas, vous pouvez changer la typo aussi. On va faire ça, tant qu'à faire, et puis on va regarder ce que ça donne. Ouais, on va faire terminer, on va l'enregistrer, paf. Et normalement il devrait s'appliquer en plus de s'enregistrer, si je sais plus si j'ai coché. Bon bref, on va voir ça, ça va prendre une petite seconde. Voilà, je pense que c'est bon. Et le temps que tout recharge, là, toutes les icônes, voilà, une petite seconde, toc. Elles sont plus petites, du coup, ces icônes-là. Et ça ressemble à ça ressemble peut-être plus à un terminal iOS, mais pas vraiment, mais voilà, on a un système de personnalisation qui est assez complet, assez sympathique, je trouve. Et donc, par exemple, dans mes collections, là, on voit, on en a plein, ce genre de choses, enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'aime bien le fait de pouvoir personnaliser un tout petit peu plus, notamment les icônes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les icônes, ça change vraiment beaucoup, finalement, l'esprit d'un terminal, et c'est pas faux. Et la typo, c'est pareil. La typo, on l'a partout, hein. La police de caractère, on la voit vraiment partout. Donc on va continuer en changeant de thème cette fois, voilà. Donc la galerie, qui est juste ici, qu'on a vu brièvement tout à l'heure, alors qui permet donc d'accéder à vos fichiers de différentes façons, par date, album, événement, ce genre de choses. Donc par exemple si je fais ça, hop, c'est le système d'événements avec la localisation qui est affichée, ce genre de choses. Vous avez même la possibilité d'afficher en vue calendrier ou avec une vue grille de cette façon-là. On peut regarder tout simplement quelques photos. Toc. Voilà. Puis ensuite, une fois que je suis sur une image, je peux la partager bien entendu. Je peux partir de cette image pour faire un thème, là ce serait pas très très intéressant a priori. Et je peux également accéder à l'éditeur ou la partager sur Zoé. Donc on va d'abord regarder ça, on a quelques filtres, ok, quelques outils, rogner, faire pivoter, retourner, redresser, ce genre de choses. Donc là c'est par exemple si je vais faire un jardin, toc, est-ce que je peux l'appliquer? Ouais voilà. C'est ce genre de choses. On peut corriger les yeux rouges s'il y en a. Et ça, c'est dans le pack essentiel. Puis ensuite, après, vous avez utilisé récemment ambiance. Vous pouvez dessiner si vous avez envie sur votre... Oups, moi, il me l'a mis dans l'autre sens. Je sais pas, c'était pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va repasser dans ce sens-là, s'il te plaît. Merci. On peut dessiner, mettre un cadre. Hop. Mettre des effets. Et puis, quand c'est un format brut, vous verrez, on peut capturer en RAW. Vous pouvez ensuite l'améliorer de cette façon-là. Donc ça, c'est top. Et ça, vous pourrez le faire également sous des logiciels comme Lightroom, Photoshop, etc. Quelques effets, voilà. Donc ça, c'est un classique hein, qu'on avait vu précédemment sur d'autres terminaux de chez HTC, qui est loin d'être nécessaire, mais qui peut s'avérer amusant si si vous exploitez, vous promenez un peu, vous trouverez des choses à faire avec ça. On peut faire du morphing, on peut rajouter des petites animations genre de la neige, de la poussière, voilà. Et ensuite après, ce genre de choses vous pouvez partager si vous avez envie, soit avec vos amis via les manières classiques, soit éventuellement via Zoé. Alors Zoé, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir partager vos photos, mais c'est surtout des ensembles de photos avec ça peut mixer aussi des vidéos et ça fait une sorte vous savez, les highlights de HTC qu'on a un peu perdu de vue, mais au final on l'a toujours et je sais pas si les gens l'utilisent vraiment cette fonction. En tout cas, vous avez une plateforme qui s'appelle Zoé. Et Zoé,
De mémoire, hein, si vous vous en souvenez, avant Zoé, c'était pas ça. Avant Zoé, c'était une fonction sur laquelle vous appuyez dans l'appareil photo pour créer des mini vidéos et pour après les exploiter. Bon, ils ont renommé, enfin ils ont repris ce nom-là pour faire une autre fonction parce que a priori personne l'utilisait. Je suis pas sûr que cette nouvelle fonction les gens l'utilisent également. Donc là voilà, vous avez par exemple la possibilité d'éditer ce qu'ils appellent, ils appelaient ça comment? Pareil, une vidéo Zoé, voilà. Donc là c'est un ensemble d'éléments, donc ça fait une sorte de slideshow avec une musique, un thème, etc. Et ça, vous pouvez le partager sur la plateforme de HTC qui s'appelle HTC Zoé. On va accéder à l'appareil photo directement, puisqu'on parle de photos depuis tout à l'heure et d'édition, de clichés, ce genre de choses. Donc vous pouvez prendre un cliché directement en appuyant là. Vous pouvez accéder aux différents modes ici. Donc là, c'est le mode autoportrait qui fonctionne de cette façon-là, avec un mode beauté que vous pouvez activer ou non comme ça, toc. Si je me trompe pas, on peut effectivement accéder aussi au mode autoportrait comme ça. Ça faisait pas la même animation avant, mais on retrouve ce genre de choses. Panorama, le mode pro et qui permet d'enregistrer en format brut. Et là, ça commence à devenir intéressant. Alors attention, de base, hein, c'était en JPEG ici, mais toc, vous basculez là et après vous avez toutes ces petites options ici qui sont vraiment intéressants. Donc il y a le focus, les ISO, la balance des blancs, enfin il y a énormément de choses. Et là, ça va permettre d'aller plus au fond des choses. Et en plus de ça, comme je disais, le format brut, ça permet ensuite de l'éditer sans perte par la suite. Donc ça, c'est vraiment chouette. On peut créer hyperlapse et ralenti. Et ça va être tout pour ici. Par contre, vous pouvez aussi changer l'endroit, par exemple, où s'enregistrent les clichés, ce que fait le bouton de volume, ce genre d'éléments-là. Si je retourne ici, que je fais ça, voilà, on peut changer également la définition du cliché. Donc de base ici 13,1 en 4 tiers. Si vous voulez passer en 16:9, on passe en 10. Et on enregistre des vidéos en Full HD. Pour lire votre musique, vous allez utiliser Play Music qui est proposé par Google ou bien un autre client que vous pouvez installer en ligne, enfin vous pouvez télécharger bien sûr sur le Play Store. Pour une seule raison, c'est qu'en fait HTC propose apparemment plus de lecteurs musical dédiés depuis peu, et ce qui est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être que ça va revenir, on aura l'occasion de voir ce qui va se passer. L'interface n'est pas forcément passionnante, par contre ce qui va être intéressant de regarder, c'est la qualité audio. Alors je peux pas tout vous faire écouter comme d'habitude, hein, le problème de copyright, mais si on écoute ça par exemple, cette horreur, alors ce qui est pas mal, c'est que l'interface est simple à utiliser, vous avez l'intégration ici de Chromecast, ça marche bien. Bon, maintenant, côté qualité audio, alors par le jack, hein, c'est correct, j'ai pas constaté de soucis particuliers. Par contre, et sur un appareil qui est de ce type de gamme ou ce type de prix, chez HTC, ça me déçoit un peu, c'est qu'en fait, vous avez que un haut-parleur en bas, donc qui est pas frontal, qui est pas amplifié, rien du tout, donc on n'a pas de boom sound. Donc c'est un appareil qui a pas de batterie amovible, qui a une petite batterie d'ailleurs, qui a pas de HP boom sound. C'est ce genre de truc, et c'est assez dommage quand même. C'est assez dommage. On aurait apprécié avoir ce genre d'éléments sur ce terminal HTC. Parce que pour moi, concrètement, Boom Sound, ça représente un des points positifs chez HTC, sur les produits haut de gamme de chez HTC, qu'on retrouve pas ici malheureusement sur ce terminal. Alors pour Internet, vous pouvez utiliser Chrome, qui fonctionne très bien avec la synchronisation de vos favoris et historiques Google, donc ça c'est plutôt top. La navigation est bonne. Honnêtement, c'est un produit qui est, c'est pas du super haut de gamme en termes de chipset, mais reste que pour, par exemple, surfer sur le web, ce genre de choses, et aussi jouer, vous le verrez un peu plus tard. Ça fonctionne très très bien. J'ai pas de ralentissement, il y a aucun souci. On va aller sur un autre site juste rapido, stock. On va aller sur The Verge pour changer. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi, ça charge très très bien, il n'y a pas de problème. Pof, voilà. J'attends même pas que ça charge. Vous voyez, c'est tout à fait fluide, il n'y a aucun souci. Alors là, c'est des versions optimisées hein, pour le mobile, mais on a quand même beaucoup d'éléments maintenant hein, qui chargent. On a, je sais pas, là par exemple, j'ai une vidéo. Enfin non, ça je crois que c'était une pub. Non, c'est une image. Là, il y a une pub qui charge. Il y avait peut-être une vidéo quelque part également, je ne sais pas. Non, peut-être pas ici.
voilà, et regardez, c'est propre, quoi. Il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est bien. Pour le web, vous n'aurez pas de problème. Après, bien sûr, si vous accédez à des sites internet qui ne sont pas optimisés pour les mobiles, ça peut éventuellement être plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, ça tourne vraiment très bien sur ce produit. Ensuite, après, on a quoi ici? Productivité, tout ce qui est gestionnaire de fichiers. Là, quelques outils. La météo. La .view case. Alors ça, c'est l'application qui permet de gérer si vous avez la protection avec des petits trous. Alors que j'ai pas là, et qui permet d'afficher des notifications, la météo, ce genre de choses à travers les petits trous derrière l'écran. Et ça c'est plutôt pratique, ma foi. Je l'avais testé, c'était sur le M8 je crois. Après pour le reste, je crois qu'on a fait à peu près le tour au niveau de l'interface et des fonctions proposées par le terminal. On a une surcouche qui est, moi je trouve, n'est pas moche honnêtement. Sense, ça évolue assez bien, et puis c'est surtout qu'on peut la personnaliser. Il n'y a pas beaucoup de fonctions apportées à proprement parler par HTC, mais on a quand même les gestes, on a dans l'appareil photo le format brut avec tout ce qui est réglage pro, ce qui est plutôt sympa, le scanner d'empreinte digitale, toutes les options dans la galerie, la customisation via les thèmes ici, enfin je veux dire on a quand même pas mal de petits trucs. Il n'y a rien de transcendant et c'est des choses qu'on connaît déjà depuis quand même quelques temps maintenant, mais ça reste complètement fonctionnel et assez esthétique. Alors en jeu j'ai pas eu de soucis avec ce produit. Visuellement déjà, moi je trouve que la partie GPU elle s'en sort assez bien, même si vous verrez dans 3D Mark que c'est pas incroyable, mais dans des jeux, alors là c'est Epic Citadel, c'est juste une démo technique qui est assez costaud, mais qui est plutôt esthétique, donc c'était intéressant de vous le montrer. Mais par exemple sur du Asphalt 8, ce genre de choses, ça tourne vraiment bien, il n'y a aucun problème. Et puis on va jeter très rapidement un œil à tout ce qui est résultat de benchmark, parce que je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par ça. Donc dans Antutu, dans sa version 5, on arrive à 40 000 points, ce qui est pas mal, mais pas incroyable. Et dans la version 6, là c'est celle que vous avez sur les yeux, le score en fait est assez cohérent par rapport au score de la version 5. On se retrouve à, j'étais à combien, 65 000 et 165 000 points, ça le place là. Donc c'est bien sans être exceptionnel, mais je trouve que pour un terminal qui sur les specs fait moyenne gamme, haut de moyenne gamme, c'est cohérent. Cela étant dit, vous connaissez son prix qui est quand même assez élevé, notamment dans sa version de 32 Go. Par contre, le 400 € pour la version 16, c'est assez cohérent. Enfin, finalement, tout est assez cohérent. Mais c'est vrai que ça reste un produit qui est plutôt cher par rapport à ce qu'il offre. Dans 3D Mark, on se retrouve avec un score de 387 sur le Slingshot en ES 3.1. Et quand on regarde les Best Devices, eh bien, bon, faut scroller. Alors c'est normal, attention, hein, sur ces classements-là, on a des trucs, on a des tablettes, on a le Pixel C, je veux dire, voilà. Mais quand on défile, on est tout en bas. Donc ça, je trouve ça un peu surprenant. Après, je sais, hein, c'est pas un GPU de haut de gamme. On a même ici un M7 qui est au-dessus. Ça me paraît un peu étrange, mais regardez par exemple il y a le Mate 8, alors Mate 8 qu'on est en train de tester qui s'en sort assez mal là-dessus, c'est assez amusant d'ailleurs, mais on a quoi? On a un Z4 au-dessus, après on a tous les autres, on a le M9 au-dessus, c'est peut-être moins surprenant que le M8, voilà, enfin j'ai dit le M8 mais il y a le M7 aussi, il doit y avoir le M8 qui traîne dans le coin également, normalement. Alors côté autonomie, c'est un terminal qui va vous offrir une journée d'autonomie en moyenne, parfois moins et difficilement plus, à part si vraiment vous l'utilisez très très peu, ce qui est loin d'être satisfaisant, faut bien le reconnaître, avec cette entre guillemets petite batterie de 2150 mAh. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur notre test classique d'autonomie, où je fais un petit peu de tout, hein, vous verrez sur le test écrit, sur test mobile, je mettrai la courbe, j'arrive à 28% à la fin du test, qui peut, et notamment dû à une chose, c'est que c'est un appareil qui a eu besoin d'utiliser 38% d'autonomie en 1 heure de jeu en 3D, 1 heure de jeu active en 3D. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne jouez pas, vous aurez éventuellement plus d'une journée d'autonomie. Par contre, si vous jouez un petit peu tous les jours, préparez-vous à devoir recharger votre smartphone le soir en rentrant du boulot, de l'école, etc. Pour récupérer votre soirée d'autonomie, ce qui est quand même souvent nécessaire. Et si vous sortez directement, par exemple, après le boulot, vous aurez besoin de le recharger peut-être sur place. Enfin bref,
c'est assez dommage. Donc voilà, ça va dépendre vraiment encore une fois de vos usages. Si vous n'avez pas prévu de jouer sur ce smartphone, du moins vous n'avez pas un jeu fétiche que vous utilisez tous les jours, genre Hearthstone ou autre chose, eh bien ça peut le faire, mais sinon ça va être un peu compliqué. On va maintenant s'attarder sur tout ce qui est qualité photo et vidéo sur ce A9. Alors, première chose, bien entendu, la possibilité d'enregistrer vos fichiers, enfin d'enregistrer vos photos en format brut. Donc c'est des points DNG qui sortent, c'est super. Et ça c'est un gros plus de base, peu importe même la qualité d'une certaine façon, à part sur le focus. Mais je veux dire, quand vous prenez un cliché et que la balance des blancs est pas terrible, c'est dommage. Sauf que vous la sortez après et vous pouvez éditer ça si vous avez envie. C'est ce genre de truc et ça c'est top. Alors de jour, moi ce que j'ai constaté... On va essayer de trouver du coup des photos un peu de jour. Là c'est intéressant, vous voyez, paf, format brut, et toc, on peut l'éditer soit avec un système d'amélioration qui est proposé par défaut, soit avec quelques réglages. Donc de jour, moi ce que j'ai trouvé c'est que les couleurs étaient généralement bonnes, le focus de près est un peu difficile, vous allez devoir utiliser le mode manuel et c'est pas problématique à proprement parler. Donc là on va voir qu'est-ce qu'il me propose ici. Ouais. Voilà, je peux un peu l'optimiser la photo. Via le module d'optimisation ici. Je me suis trompé, je vous ai dit que vous pouviez ensuite ajuster un peu mieux. Non, ajuster un peu mieux, ce sera dans un logiciel tiers. De base, vous pouvez le faire là, mais bien sûr, vous prenez votre DNG, vous le mettez dans Photoshop et il va directement comprendre ce qu'il faut faire. Le HDR est assez peu efficace et de nuit, on va repasser là-dedans. Voilà, c'est un peu en contre-jour, mais de nuit, moi j'avais testé un petit peu ici ou avec moins de lumière. C'est plus bruité, mais les couleurs restent bonnes. Le focus est un peu plus compliqué également, mais pareil, si vous avez envie de compenser, vous pouvez toujours, bien sûr, utiliser le mode manuel. Et ça peut tout à fait faire l'affaire. Alors rapidement, pour tout ce qui est vidéo, là j'ai pas de l'échantillon à vous montrer, mais je le mettrai sur test mobile. Mais concrètement, le son est bon, vous avez quand même un léger souffle en fond. Et de jour, moi j'ai trouvé que le focus au doigt, c'était pas forcément toujours pratique, hein, mais ça permettait quand même de déterminer exactement où vous voulez faire le focus. Ça manque quand même un peu de netteté, l'image classique HTC, le rendu photo est bien meilleur que le rendu vidéo. Globalement, c'est assez bruité, même quand vous avez un peu de lumière. Par contre, quand vous en avez beaucoup, bien sûr, le rendu est très sympathique et les couleurs, globalement, dans toutes les conditions, sont assez justes. Donc pour conclure sur ce petit HTC One A9, qu'est-ce qu'on a? On a un design qui est top, franchement, pas grand chose à lui reprocher, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est ce design-là d'ailleurs qui pousse le prix aussi haut entre guillemets, même s'il a tendance bien sûr à baisser, et qui a poussé HTC à sacrifier par exemple certaines choses. Par exemple, le fait de ne pas avoir double haut-parleur frontal amplifié, boom sound, ce genre de choses, c'est assez dommage. L'ergonomie est bonne, ça pourrait être un poil mieux, c'est des histoires de boutons et tout, mais concrètement c'est bon. L'écran est pas mal du tout, voire même très bon, moi ça me va tout à fait. Il tourne sous Marshmallow, ça reste un point positif je trouve aujourd'hui, on n'en a pas encore énormément qui sortent sous Marshmallow, mais bien sûr ça va dépendre de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. De l'autre côté, donc comme je disais, on n'a pas Boom Sound, ce qui pour moi est un point négatif parce qu'on a l'habitude de le trouver sur les terminaux de HTC, notamment dans ce type de gamme, et plus bien entendu. L'autonomie qui est pas excellente, je vous avais dit, une journée max, rarement plus, à part si vraiment vous l'utilisez comme presse-papier, ce qui serait quand même dommage, et en plus il est léger, donc bon. Le prix du coup qui est quand même assez élevé, alors... C'est dans les points négatifs parce que c'est vrai que quand il est sorti, il était à 600 €. Il a eu tendance à baisser, mais c'est vrai que si vous voulez acheter la version 32 Go, vous êtes à 500 €. 500 € aujourd'hui, vous pouvez aller taper sur du vraiment haut de gamme avec des specs qui sont plus grosses. Donc là-dessus, il y a quand même une incohérence. Et je pense que ce terminal-là, aujourd'hui, notamment dans sa version 32 Go, ne vaut pas 500 €, clairement. Mais vous avez quand même un beau produit. Et autre chose à noter quand même, c'est que sur la version 16 Go, si vous voulez stocker beaucoup de fichiers, prendre beaucoup de photos et également de vidéos, on n'est pas incroyable. Il nous reste quoi? Il nous reste 11 Go, 10 Go de mémoire. J'ai pas utilisé grand chose pour l'instant, hein. J'ai mis 2-3 applications, un petit peu de musique, mais il y a 5 fichiers musicaux, enfin vous voyez. Donc ça peut aller assez vite et il va falloir ensuite basculer éventuellement sur une micro SD. Et puis pour terminer, l'appareil photo est plutôt moyen. C'est pas vraiment dans les points positifs ou négatifs, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais, il est assez polyvalent, mais il a quand même quelques défauts que j'ai mentionnés.
Donc voilà, ce sera tout pour mon test du HTC One A9. Encore une fois, désolé de l'avoir produit si en retard. J'essaye de rattraper mon retard là cette année. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de mettre les bouchées doubles. J'espère en tous les cas qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça serait sympathique. Et puis si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.